Churchill a écrit « Jamais pendant toute la guerre nous ne pouvions oublier que tout ce qui se passait sur mer, sur terre ou dans les airs dépendait en fin de compte de la bataille de l'Atlantique. » À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Hitler a reconstitué la Kriegsmarine comme le reste, au mépris des traités. Les cuirassés de poche, ultra légers mais dotés d'un armement redoutable, ont permis à l'Allemagne de tourner les clauses du traité de Versailles. Elle les a déjà violées en construisant des sous-marins dès 1935, et tout cela, il faut bien le dire, avec la bénédiction de la Grande-Bretagne. Cependant, Hitler ne croit pas, contrairement à ses amiraux, que le sort de la guerre, cette fois encore, se jouera tôt ou tard sur les océans. Et il a sacrifié la marine à l'aviation de son compagnon favori, Göring. Les amiraux allemands ne lui en tiennent pas rigueur et chantent ses louanges comme le fait le grand amiral Raeder. Mein Führer, aus nächtlichem Dunkel haben Sie uns und mit der Marine ein ganzes dankbares Volk aufwärts geführt zur Morgenröte einer lichteren Zukunft. Der Segen des Allmächtigen möge Sie und das deutsche Volk geleiten auf dem steilen, dornenvollen Wege des Aufstiegs, den Sie uns führen. Ils forment une caste à part dans le Grand Reich, ces marins lucides, parfaitement intègres, profondément religieux et pourtant nazis bon teint. Raeder, grand amiral de la flotte, et Dönitz, le patron des sous-marins. Dans une villa tranquille de la banlieue de Hambourg vit un vieil homme, au destin étrange et lourd. Il a été le grand as des sous-mariniers allemands pendant la guerre de 14-18. Si Hitler lui avait donné en 1939 autant de sous-marins qu'il en réclamait, oui, c'est vrai, le sort de la bataille de l'Atlantique peut-être été changé. Est-ce pour cela qu'avant de se suicider dans son bunker, Hitler le désigna en 1945 comme son successeur, ce qui lui valut la mission la plus pénible de sa longue vie de soldat, ordonner la capitulation sans condition de l'Allemagne. Il a été condamné au procès de Nuremberg à 10 ans de prison. Il a perdu ses 2 fils, l'un tué sur le front de Russie, l'autre coulé avec son sous-marin dans l'Atlantique. A-t-il des remords, des regrets, ce vieillard sec et droit qui s'obstine à répéter « Ah, si Hitler nous avait écoutés !» Oui, c'est lui, c'est Dönitz. En automne 1939, nous étions loin de posséder les moyens suffisants pour une guerre maritime qui nous aurait permis d'entrer en action contre l'Angleterre sur le théâtre de l'opération décisive de la guerre de l'Atlantique. Le moyen de combat le plus efficace à cette fin était le sous-marin. Nous n'en possédions que 23, pouvant atteindre l'Atlantique à partir de l'Allemagne. J'avais demandé à maintes reprises au cours de l'hiver 1938 à 1939 et à partir du début de la guerre, un effectif de 300 sous-marins, ce qui en aurait affecté 100 au combat, 100 se seraient trouvés sur le chemin de l'aller ou du retour et 100 dans les chantiers de révision. Hitler ne partageait cependant pas ce concept stratégique. Ce n'est qu'au printemps 1943, donc après 3 ans et demi de guerre, que le nombre de sous-marins allemands correspondit aux 3/4 du nombre exigé en 1939 par mois. Mais c'était trop tard. Le Hecht est le dernier sous-marin de la bataille de l'Atlantique encore en service dans la Bundesmarine.
Et Otto Kretschmer, l'as des as, surnommé le loup de l'Atlantique, est aujourd'hui amiral dans un état-major de l'OTAN. Au début de la guerre, j'avais 27 ans. Les sous-mariniers avaient subi pendant 4 années un entraînement intensif. Nous étions tous enthousiasmés de servir sur des sous-marins. Nous avions l'impression d'être l'élite de la marine. En fait, les dures exigences de notre arme devaient réellement faire de nous une élite. Ils ne sont pas très nombreux, en effet, quand la guerre éclate, mais ils sont prêts. Pour eux, il n'y aura pas de drôle de guerre. Dès le premier jour, ils partent en fanfare vers le grand large pour une guerre fraîche et joyeuse. L'instinct du sous-marin, c'est la chasse. Une proie à l'horizon, et c'est l'alerte. Chacun connaît par cœur les gestes qu'il doit faire. Les barres à moins toutes, les ballasts, les moteurs électriques, le périscope, parer aux torpilles. Tout l'équipage est maintenant suspendu aux lèvres du commandant, qui seul voit pour tous, pense pour tous, décide pour tous. Ainsi, dans le premier mois de la guerre, les U-boats de Dönitz coulent le porte-avions anglais Courageous et une quarantaine de navires marchands. En tout, 150 000 tonnes. Le 17 octobre 1939, le lieutenant de vaisseau Günther Prien et l'équipage de son sous-marin, le U-47, sont reçus en triomphe à leur retour en Allemagne. Ils viennent d'accomplir un exploit sans précédent. Dans la nuit du 13, Prien s'est introduit dans la baie de Scapa Flow, au nord de l'Écosse. Il a heurté le fond et malgré des courants violents, il a réussi à passer les filets d'acier. Et là, sous la lune, il a trouvé toute la Home Fleet au mouillage. Calmement, il a lâché 7 torpilles, coulé le Royal Oak, cuirassé de 27 000 tonnes, endommagé un autre cuirassé, le Repulse, et avant que les Anglais stupéfaits ne soient revenus de leur surprise, il s'est échappé et a rejoint son port d'attache, Kiel. L'Allemagne délire de joie. Prien et son équipage sont reçus par Hitler et Dönitz est promu amiral. Churchill, quand la guerre éclate, est premier lord de l'amirauté. Il sait, lui, que depuis des siècles, le sort de son pays se joue sur les océans. Et il ne l'oubliera jamais. L'Angleterre est une île, c'est sa force, mais c'est aussi sa faiblesse. Il fait armer en hâte les navires marchands.
et fait rétablir le système des convois inventé par Nelson pour résister au blocus de Napoléon. Car chaque mois, 8000 bateaux apportent du monde entier à l'Angleterre tout ce dont elle a besoin pour vivre et pour se battre. Des milliers et des milliers de jeunes gens sont alors mobilisés par la Royal Navy. L'un d'entre eux est arraché à Oxford où il fait ses études et lancé dans la bataille à l'âge de 19 ans. Le capitaine de vaisseau Templeton Cothill. Ah, vous savez, nous étions plutôt gais. C'était une grande aventure pour nous. On m'a toujours demandé les questions sur le moral des jeunes qui étaient mobilisés. Et vous savez, c'est une question très difficile à répondre parce qu'il n'y avait pas de question de morale. Quand nous avons entendu les discours de Churchill, par exemple, qui disait que le seul but, c'était la victoire et que nous nous battrons sur les plages, pour nous, c'était évident et nous avons l'impression que c'était des discours destinés aux étrangers. Pour nous, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi Hitler s'est rentré en jeu contre nous. Parce qu'il a dû savoir qu'une fois s'engager contre l'Angleterre, il serait battu. Fin 1939, un des 3 cuirassés de poche d'Hitler, le Graf Spee, commandé par le capitaine de vaisseau Langsdorff, sème la terreur dans l'Atlantique Sud. Mais la Royal Navy va montrer qu'on ne la nargue pas impunément. 8 escadres anglaises et françaises, dont l'une est composée des croiseurs Achille, Ajax et Exeter, sont lancées à la poursuite du Graf Spee. Avec un flair exceptionnel, le commodore Harwood, qui commande l'escadre G, va se poster devant l'embouchure du Rio de la Plata. Le 13 décembre à l'aube, le Graf Spee paraît à l'horizon et le combat s'engage à 6h16 exactement. Les croiseurs anglais sont plus rapides, mais le cuirassé de poche est mieux armé. À 6h23, les obus du Graf Spee abattent la passerelle de l'Exeter où tout le monde est tué, sauf le commandant. Puis les 2 tourelles avant du croiseur anglais, qui a 57 morts et 23 blessés, qui ne lâche pas sa proie et qui continue à tirer avec les 2 pièces arrière qui lui restent avant de lancer ses torpilles par bâbord et par tribord. À 7h21, une bordée de 280 met hors de service les 2 tourelles de l'Ajax. Mais le Graf Spee, lui aussi, a été gravement touché à plusieurs reprises. Et après 80 minutes d'un combat acharné, le cuirassé de poche s'enfuit derrière un écran de fumée et se réfugie dans la baie de Montevideo. Selon les conventions internationales, Langsdorff peut rester 72 heures dans un port neutre, mais il lui faudrait au moins 2 semaines pour réparer son bâtiment. Il commence alors par débarquer ses blessés et par enterrer ses morts. N'ayant pu obtenir une prolongation du délai, Langsdorff appareille le 17 au matin en présence d'une foule énorme. Au large, les croiseurs anglais montent la garde. Arrivé à 9000 de la côte, le Graf Spee, une des plus belles unités de la flotte allemande, se saborde pavillon haut. Plus aucun navire de surface allemand ne s'aventurera dans l'Atlantique avant longtemps. 3 jours plus tard, dans sa chambre d'hôtel, le capitaine de vaisseau Langsdorff, ayant réglé le sort de son bateau et celui de son équipage, se fait sauter la cervelle. Décidément, Dönitz avait raison. L'arme idéale pour cette bataille de l'Atlantique, c'est le sous-marin. Il en a maintenant 30 en opération. Et pendant cette année 1940, où les armées d'Hitler envahissent la France et occupent toute la côte de l'Atlantique, les U-boats font des ravages. Les sous-mariniers allemands ont baptisé cette période la Belle Époque. C'est celle des grands as, Prien, Schepke, Kretschmer.
En principe, ils attaquent en surface et de nuit. Ce sont les ordres formels de Dönitz. Mais le plus souvent, ils n'ont même pas besoin de se gêner. Et comme ils n'ont pas une confiance absolue dans leurs torpilles, ils attaquent aussi au canon. En quelques mois, ils envoient à la cave, c'est comme cela qu'ils disent, 350 bateaux représentant près de 2 millions de tonnes. Quant aux naufragés, que faire? On leur jette quelques boules de pain, un compas, et on leur souhaite bonne chance. Monsieur John Harvey, ancien officier de marine marchande, a fait 12 fois la traversée de l'Atlantique. Il a connu cette angoisse des convois. C'était inutile d'avoir peur, parce que si on a peur, on veut s'enfuir, se dégager, se cacher, des choses qu'on ne pouvait pas faire. Alors je crois que plutôt on devenait un peu fataliste, que c'était l'espoir qu'on sentait plutôt qu'avoir peur. Par exemple, je peux vous raconter que si on avait une cargaison de minerais de fer, par exemple, on savait que si le bateau était torpillé, il courait en 20 secondes. Donc on dormait tout habillé, le gilet de sauvetage tout près, la porte de la cabine ouverte, en espérant que s'il y avait une explosion, on pourrait courir sur le pont et peut-être échapper. Si le cargaison était d'autres explosifs, on se mettait en pyjama, on fermait la porte de la cabine, on s'endormait. Et si on était encore là le lendemain, alors on n'avait pas été torpillé. Quelle est votre expérience la plus dramatique? Enfin, la plus dramatique, je crois qu'un soir, dans un convoi que les U-boats attaquaient, tout devant mon bateau, j'ai vu sauter une petite corvette, le Speedwell, qui était torpillé, et on a dû naviguer parmi les hommes qui étaient dans la mer et qui nous criaient pour les sauver. On ne pouvait rien faire dans un convoi, il faut continuer en chemin et on espère seulement que peut-être un autre escorte derrière le convoi a pu sauver quelques-uns de ces hommes malheureux. Ce n'est pas tant la noyade brutale que craignent les naufragés, mais l'asphyxie par le mazout, ou la mort lente par le froid, la faim et même, ô ironie, la soif. Vous savez, j'étais chargé, moi, à pêcher les rescapés qui ne pouvaient pas grimper une haussière quand ils nageaient à l'eau. Nous jetions une espèce de filet fait de l'haussière, pas dessus le beurre, et parce que j'étais jeune et mince, je pouvais descendre presque sur la surface de l'eau pour pêcher ceux qui ne pouvaient pas grimper. Alors, je me rappelle que j'ai pêché quelques naufragés qui ont été presque étouffés par la mazoute. Et ensuite, j'ai remarqué dans la surface de l'eau qui était encore propre, une femme. Et elle était assez jeune et belle et d'un visage calme.
et j'ai mis mes bras sous ses épaules pour la repêcher, parce que j'étais tenu par une corde et l'équipage devait me tirer avec le naufragé pour arriver sur le pont. Et quand ils l'ont tiré, j'ai trouvé que j'avais que la moitié d'une femme dans mes bras, parce que son tronc était coupé en deux. Contre les loups, c'est ainsi que les marins désignent les U-boats. Une seule défense, le convoi. Formule qui exige avant tout l'esprit d'équipe et la discipline, deux qualités heureusement très britanniques. Mais il faut aussi un flegme imperturbable pour se traîner pendant des jours et des jours, d'un bout de l'océan à l'autre, de la pointe de l'Irlande à la pointe de Terre-Neuve, ballotté par les tempêtes, à la vitesse désespérante de 7 nœuds à l'heure, comme si l'on traversait l'Atlantique à bicyclette. Pour ne pas s'arrêter quand son voisin est coulé, pour garder ses distances quoi qu'il arrive, en colonne par 10, 15 ou 20, à 500 mètres les uns des autres, immenses cibles flottantes qui s'étalent sur une dizaine de kilomètres de front et sur 2 ou 3 kilomètres de profondeur. Bien sûr, on s'habitue à tout. Après tout, la vie continue et la ration de rhum de Sa Majesté aide à soutenir le moral des matelots. Personne n'en parle, mais tout le monde à bord sait que le convoi SC numéro 7, qui a quitté Terre-Neuve avec 35 bateaux, est arrivé en Angleterre avec 14 navires seulement. 21 avaient été coulés en route. C'est un record, certes, mais les convois perdent souvent 20% de leurs effectifs. Oui, c'est cela le plus dur. Cette tension nerveuse, cette veille constante où l'on s'use les yeux à chercher sur l'immensité de l'océan un sous-marin qu'on ne voit jamais, puisqu'on sait qu'il est là seulement lorsque sa torpille éclate dans le ventre d'un cargo. Et puis l'océan était un adversaire plus cruel encore que les U-boats. 25 ans après, le contre-amiral Howard Johnston, qui a été le chef du bureau de la guerre anti-sous-marine auprès de Churchill, n'a pas oublié tout cela. Alors l'Atlantique, le nord d'Atlantique surtout, c'était une océan très très dur. En hiver, il y a les tempêtes qui suivent les tempêtes. Sud d'Islande, ici, il y a une zone de dépression permanente. Il y a la neige, la glace, des icebergs, surtout ici. En Islande, il n'y a pas de glace, malgré le nom. En été, la pluie, les nuages à 1000 mètres. Je rappelle, en été, on n'a pas vu le soleil ni les étoiles pendant 12 jours, le temps du traversée d'Irlande à Terre-Neuve. Alors pour la navigation, ça introduit beaucoup de problèmes. Même les noms des grands caps, ici en sud de Groenland, Cap Farewell, Cap Adieu. Farewell, je ne sais pas en français, c'est comme adieu pour toujours. Ici, Cap Race, Cap Turbulence. En Écosse, Cape Wrath, Cap Colère. On avait des escortes d'Angleterre qui allaient jusqu'à 18 degrés l'ouest. On a envoyé des escortes groupes en Islande, à Reykjavik et Hallfjord, qui prenaient le convoi de 18 jusqu'à 35. Et à 35, on a laissé le convoi disperser. Plus tard, quand les sous-marins est allé plus loin, on a établi les escortes canadiens à St. John's, Terre-Neuve, et vers le mai 41, on a réussi de faire l'escorte avec les bateaux de surface tout le long du voyage. À bord du Prince of Wales, en août 1941,
Churchill rencontre Roosevelt et se met d'accord avec lui sur les buts de guerre. Les États-Unis ne sont pas encore entrés dans le conflit, mais ils ne sont plus neutres. La conférence est baptisée Conférence de l'Atlantique et à cette occasion, Churchill déclare à Roosevelt « Nous savons de naissance que la mer dominera toujours la terre ». Les États-Unis ont déjà donné à la Grande-Bretagne 50 vieux destroyers contre la cession pour 99 ans de bases à Terre-Neuve et dans les Antilles. En 1941, les convois sont enfin protégés par des escorteurs qui les surveillent comme des chiens de garde. Grâce à l'ASDIC, un appareil inventé en 14-18 par le professeur Paul Langevin, les navires d'escorte peuvent maintenant détecter un sous-marin dans un rayon d'1 mille. Lorsque l'écho sonore s'arrête, c'est que le sous-marin est là, au-dessous, à la verticale. Il n'y a plus qu'à lancer les grenades, réglées pour exploser en profondeur. Secoués par les salves des grenades, les sous-marins n'ont qu'un seul moyen d'échapper à cet enfer. Plonger, plonger toujours plus profond, plonger à mort, jusqu'à ce qu'on entende craquer les tôles. Désormais, les escorteurs mènent la vie dure aux U-boats. En quelques mois, ils en coulent une 50aine. C'est la fin de la belle époque, la fin des as. En mars, 2 des vieux loups de Dönitz, Prien et Schepke, sont envoyés par le fond sous les yeux de leur camarade, Kretschmer. Une demi-heure plus tard, mon sous-marin, le 99, suivit celui de Schepke au fond de l'Atlantique. C'était au nord des îles Faroé. Nous fûmes touchés par le destroyer Walker sous les ordres du fameux commandant Donald McIntyre, qui est maintenant mon ami. Il me rendit en 1955 mes jumelles qu'il m'avait prises ce jour-là. Les voici, rendues à Otto Kretschmer le 27 octobre 1955. 6 ans de camp de prisonniers nous attendaient. Mon équipage, dont la moyenne d'âge était de 20 ans, s'est conduit admirablement toujours. Ensemble, nous avons coulé près de 1300 000 tonnes de bateaux ennemis. Les amiraux allemands songent alors à ressortir leur navire de surface. Le Bismarck, un monstre de 40 000 tonnes, qu'ils tiennent pour insubmersible, reçoit l'ordre en mai 1941 de se rendre dans l'Atlantique. Sous le commandement de l'amiral Lutyens, il quitte les ports de Norvège et fait un grand détour par le nord de l'Islande, près du pôle. Il débouche enfin dans l'Atlantique, où l'attend une partie de la flotte anglaise. Le tir des canons de 380 du Bismarck, réglé par des calculateurs automatiques, va faire merveille. Et après quelques instants de combat, le plus gros cuirassé anglais, le Hood, explose, s'ouvre en deux et coule à pic. Le porte-avions Victorious lance alors ses vieux Swordfish à la poursuite du cuirassé allemand,
qui, plongeant de l'avant et laissant une longue traînée de mazout, essaie désespérément de rallier Brest. Les vieux coucous attaquent bravement et une de leurs torpilles bloque le gouvernail du Bismarck. Le lendemain, c'est l'Alali. Toute la Home Fleet est là avec ses porte-avions et ses cuirassés, sous les ordres de l'amiral Tovey. Mais il faudra encore les canons du Rodney, les avions de l'Ark Royal et 3 torpilles au but pour achever le mastodonte. Avant de couler, avec tout son équipage, l'amiral Lutyens a envoyé à Berlin un dernier message. Nous combattrons jusqu'au dernier, Heil Hitler. Pour la Royal Navy, c'est enfin une grande victoire que l'on inscrit sur tous les bateaux qui ont participé au combat. Les Allemands utilisent à ce moment-là une autre arme contre les convois, l'avion. Ils ont transformé pour cela un quadrimoteur commercial en bombardier à long rayon d'action qu'ils baptisent le Condor. Au début, les Condors qui décollent de Bordeaux-Mérignac remportent de nombreux succès dans l'Atlantique. Dès 1941, les Alliés ont trouvé une double riposte, une DCA de plus en plus fournie et de plus en plus efficace, et les porte-avions d'escorte qui protègent bientôt les convois tout au long du voyage. Pendant tout ce temps, Dönitz a consolidé la seule force en laquelle il a foi, les sous-marins. Il a fait construire par l'organisation Todt de formidables abris en béton à Lorient, qui est devenu la base principale de ces U-boats. On se bat maintenant partout. Depuis juin, Hitler a attaqué la Russie et en décembre, l'Amérique est enfin entrée dans la guerre. Lorsque l'ingénieur Todt remet solennellement la base de Lorient à Dönitz, celui-ci va donner à ses commandants un nouvel objectif, la côte américaine. Aujourd'hui, la base de Lorient abrite toujours des sous-marins, ceux de la marine française. Un des rares survivants de l'équipe des loups de Dönitz, le capitaine de frégate Peter Kremer, est revenu dans cette alvéole de béton d'où il a appareillé si souvent il y a 25 ans pour aller chasser dans les eaux américaines. Combien avez-vous coulé de bateaux? J'ai coulé à peu près 100 000 tonnes, 2 destroyers et j'ai abattu 2 avions. Je suis allé à Cap, à Miami Beach, et très proche de la côte. Je pouvais voir les phares des autos. Et une nuit, il y a un convoi. Et j'ai coulé de ce convoi 3 bateaux. Et quelques heures plus tard, un autre. J'étais si proche que vraiment un pétrolier même m'a touché en coulant. 1942, c'est la grande année pour les sous-marins allemands. L'année américaine, l'année des longues courses à travers l'Atlantique. On ne rentre presque plus jamais au port. Aussi faut-il effectuer les réparations en mer.
au prix de 1000 acrobaties périlleuses. Au milieu de l'année, Dönitz met en service des sous-marins ravitailleurs que les matelots baptisent aussitôt les vaches à lait. Elles sont toujours fidèles au rendez-vous, ces vaches à lait, pour apporter aux U-boats tout ce dont ils ont besoin: carburant, vivres et torpilles. Et les loups peuvent alors repartir pour leur chasse ininterrompue tout le long des côtes d'Amérique. C'est une chasse exaltante qui enivre tout l'équipage comme une drogue. Et pourtant, la vie à bord d'un sous-marin n'est pas toujours drôle. L'air est irrespirable et empeste le mazout. Il y a très peu d'eau et surtout peu de place. On est obligé de prendre ses repas à tour de rôle et même de dormir par roulement, car il y a seulement 2 couchettes pour 3 hommes. Ce sont les longs quarts de veille, là-haut sur le kiosque balayé par les vagues. Il ne faut pas oublier de s'attacher, car il est arrivé souvent qu'une lame de fond emporte les guetteurs sans que personne en bas ne s'en aperçoive. Mais la récompense est au bout du chemin. C'est le moment de se mettre à l'heure américaine. Et la voilà enfin, à portée de jumelles, la terre promise, comme ils l'appellent. On peut voir les phares des autos sur la côte, et avec un peu de chance, les gratte-ciel de New York. C'est alors le paradis des U-boats, qui font des ravages dans les convois de pétroliers. L'Amérique du Sud est devenue en effet la seule source de ravitaillement en carburant de la Grande-Bretagne. C'est à cette époque que Dönitz confie au sous-marin U-156, commandé par le capitaine de corvette Hartenstein, une mission extraordinaire: aller détruire la raffinerie d'Aruba au large du Venezuela. Le 14 février, Hartenstein arrive devant Aruba. Il passe et repasse au large de l'île et dans son périscope, il admire son objectif, la plus grande raffinerie du monde. L'île est sans défense. Il ne peut pas manquer son coup. Alors, à 5 reprises, il répète la manœuvre ordonnée par Dönitz. Il doit s'approcher de nuit et bombarder les installations à bout portant avec le canon de 105 qu'on a monté spécialement sur son sous-marin. Il suffit qu'un seul obus touche un réservoir et tout sautera. À la nuit, Hartenstein approche doucement comme prévu. Mais soudain, juste devant lui, il aperçoit 2 pétroliers à l'ancre. La tentation est trop forte. Hartenstein comprend vite son erreur. Les pétroliers flambent dans un immense nuage de feu et de fumée. Le 105 est en batterie, mais comment tirer? On ne voit plus rien. À bord, tout le monde s'énerve. Hartenstein ordonne tout de même feu. Et stupéfaction, le canon explose. Dans la nuit et la panique, ces matelots et matelots allemands ont oublié d'enlever le bouchon du canon. Après avoir tiré en vain quelques salves de 20 mm, Hartenstein fait demi-tour, la rage au cœur.
Il a raté l'occasion de sa vie. Mais la plupart des commandants de sous-marins qui rentrent à Lorient au cours de cette année 1942 ont été plus heureux que lui. Ils arborent des chapelets de fanions proclamant leur victoire. Blanc pour les cargos, rouge pour les navires de guerre. Dönitz a l'impression de toucher au but. Il possède enfin une centaine de sous-marins en opération et il en produit plus de 20 par mois. Dans la terre promise, ses loups battent tous les records. En avril, 94 bateaux coulés représentant 500 000 tonnes. Record absolu pour toute la guerre. Et pour les 12 mois de 1942, près de 7 millions de tonnes, c'est-à-dire en une seule année, la moitié du tonnage que les sous-marins allemands couleront pendant toute la guerre. Cependant, les U-boats commencent eux aussi à subir des pertes inquiétantes. En 1942, 85 d'entre eux sont envoyés par le fond. De tous ces commandants de bord, radieux et triomphants, que Dönitz accueille à cette époque à Lorient, 2 seulement seront vivants à la fin de la guerre. Et des 39 000 sous-mariniers, dont Dönitz aime tirer l'oreille, 32 000 périront en mer. Près de cette villa de Lorient, où Dönitz avait établi son quartier général, l'un de ceux qui préparaient dans l'ombre la prochaine défaite des sous-marins allemands, le colonel Rémy, évoque le rôle joué par des centaines de Français de la Résistance qui ont participé à leur façon à cette bataille de l'Atlantique en fournissant les renseignements qu'ils transmettaient à Londres. Il y avait bien entendu les bavardages des sous-mariniers dans les cafés de la ville. Il y avait aussi le blanchissage. Quand les sous-marins rentraient, il était nécessaire de blanchir le linge du bâtiment et le linge de corps des hommes. C'était confié à des entreprises de la ville. Les Allemands sont très méthodiques. C'était généralement 48 heures avant le départ qu'ils faisaient reprendre ce linge. On savait donc qu'un sous-marin allait partir. Et on arrivait même à savoir quel était son tonnage selon l'importance du linge de corps, par exemple, qui nous précisait le nombre des hommes et l'importance même du linge du bâtiment. Mais tout ceci ne donnait pas grand-chose. Au mois de novembre 1941, on m'a présenté à Paris un Breton nommé Alphonse Tanguy. Il était mon aîné de 5 ou 6 ans. Alphonse Tanguy, comme je l'ai su par la suite, car il était très avare de ses paroles, était un officier de réserve qui avait travaillé dans le cadre du 2e bureau avant la guerre en Roumanie. J'avais un petit peu d'argent, je l'ai emmené le soir, avant qu'il reprenne son train pour l'Orient, dîner chez Prunier, rue du Faux. J'ai offert des huîtres, il n'y avait pas besoin de ticket, et des cuisses de grenouille, je me souviens, à Alex. Les huîtres étaient arrêtées de Sauternes. Il m'a dit, si, entre ses dents, si vous pouviez me procurer 6 bouteilles de Sauternes comme celui-ci, je crois que je vous aurai les indications que vous m'avez demandées aujourd'hui. Ces indications étaient les suivantes. Les Anglais connaissaient parfaitement l'emplacement de la base sous-marine, mais ignoraient les épaisseurs de béton et la disposition intérieure des locaux, les points les plus névralgiques. Comment faire pour leur procurer ça? Il était impossible de s'approcher de cette base. J'ai demandé à M. Barnago de bien vouloir me vendre 6 bouteilles de Sauternes, que j'ai payées, je m'en souviens, 48 francs pièce. Alex est parti avec cela. Et 15 jours après, juste avant Noël, il m'a occasionné une des plus belles peurs de mon existence, car il est venu nous trouver à notre appartement de l'avenue de la Motte-Piquet, porteur d'un grand paquet que je revois encore, entouré de papier journal. Il y avait là tous les plans allemands originaux, tirés en copie naturellement, tous les plans allemands des bases sous-marines de Lorient, Brest, Saint-Nazaire, La Pallice et Bordeaux. Une chose incroyable. J'ai pu les porter à Londres fin février 1942, quand je suis retourné pour la première fois en Angleterre. Et je me souviens que dans le bureau du Intelligence Service, où j'ai exhibé ces plans, en présence de mon chef, le colonel Passy, qui à l'époque était encore commandant, les Anglais m'ont dit, on ne vous demande pas combien vous les avez payés, et d'ailleurs vous n'aviez pas assez d'argent pour les acheter, peu importe, dites-nous la somme, on est d'accord. J'ai répondu, c'est pas la peine,
ça m'a coûté 188 francs, le prix de 6 bouteilles de Sauterne achetées rue du Fond. Nous avions un autre Français magnifique, Jean Fleuret, qui a précédé Alex dans mon réseau de près de 8 mois. Jean Fleuret était l'ancien syndic des pilotes du port de Bordeaux. Fleuret a été déporté, il est mort maintenant. Les Anglais ont crédité, comme on dit, mon ami Fleuret, dit Espadon, de 11 sous-marins allemands et italiens coulés et de plus de 20 cargos coulés, ce qui représente une grande victoire navale. La base de Lorient porte aujourd'hui le nom de l'un de ces héros obscurs, d'origine alsacienne, l'ingénieur en chef Stoskopf, arrêté et fusillé par les Allemands en 1944. Les forces navales de la France libre, elles aussi, ont participé à la bataille de l'Atlantique. Le dernier bâtiment de la Marine nationale ayant pris part à ces combats est basé à Lorient, l'escorteur malgache. À son bord, le contre-amiral Pépin Le Halleur évoque cette poignée de marins qui, en 1940, choisirent de poursuivre le combat. Quelques mois à peine après l'armistice de 1940, une bonne douzaine de bateaux de guerre français, réarmés par Muselier, et les quelques officiers et hommes d'équipage qu'il avait réussi à rameuter, naviguaient avec les Anglais. Ils étaient peu nombreux, en effet, à avoir suivi l'exemple des 127 pêcheurs de l'île de Sein qui étaient passés en Angleterre dès le 26 juin 40. 3 ans plus tard, les FNFL comptaient 8000 hommes et les actions de certaines de leurs unités avaient forcé l'admiration des Alliés. Le Triomphant, commandé par le futur amiral Auboineau, le Léopard et toutes ces corvettes au nom de fleurs construites par les Anglais, Alice, Mimosa, Renoncule, qui participaient à l'escorte des convois, et surtout Aconite, qui réussit un exploit peu ordinaire, un doublé de sous-marins allemands. Et les sous-marins, le Surcouf, le Ruby, que les Anglais considéraient comme le meilleur sous-marin des flottes alliées. Et enfin, la Combattante, qui conduira le général de Gaulle en Normandie quand viendra l'heure de la libération. Les FNFL ont eu des succès assez importants, eu égard au petit nombre de bateaux. Si mes souvenirs sont exacts, les quelques 15 gros bateaux de mer actifs ont coulé pendant la guerre à eux seuls 6 ou 7 sous-marins, ce qui est considérable, étant donné que l'énorme marine de Vichy, qui était 10 fois supérieure, à elle seule n'a coulé que 2 sous-marins. Il est vrai qu'elle est restée au port pendant les trois quarts du temps. Fin 42, les loups de Dönitz, qui opèrent en meute, croient encore que la victoire n'est plus très loin. Et pourtant, c'est le moment où, malgré les pertes énormes des Alliés, l'équilibre est en train de basculer en leur faveur. Dönitz, lui, le sait. Il sait que tout le problème pour l'Allemagne est d'arriver à couler plus de bateaux que les Alliés n'en peuvent construire, et plus vite. Cette course de vitesse, l'Allemagne l'a perdue, depuis le jour où le formidable potentiel de l'industrie américaine a été jeté dans la balance. Le célèbre industriel Henry Kaiser introduit pour la première fois les éléments préfabriqués et la production en chaîne dans la construction navale. Et le résultat est stupéfiant. De ces chantiers, les fameux Liberty Ships sortent à la cadence de 1 par jour. Avant la fin de la guerre, Kaiser à lui seul aura construit 1500 cargos et 50 porte-avions. Pour lancer ces vaisseaux de la liberté, on mobilise les vedettes de cinéma comme Irene Dunne et Clark Gable.
1943 marque le grand tournant. Au cours de l'année, les Alliés vont couler 234 sous-marins allemands. Les loups ne peuvent plus approcher des convois sans être soumis à de terribles grenadages au minol, un nouvel explosif que les Alliés ont mis au point. On voit alors apparaître à la surface de la mer ces grandes taches de mazout qui indiquent que Dönitz vient encore de perdre un de ses U-boats. En janvier 1943, Hitler a remplacé Raeder par Dönitz, qui est devenu grand amiral de la flotte. À cette époque, la victoire a changé de camp. Les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord et Rommel va bientôt être chassé d'Afrique. Les armées allemandes capitulent à Stalingrad. C'est surtout le front russe qui préoccupe Hitler. Or, les États-Unis ravitaillent la Russie par Mourmansk. Et chaque fois qu'un convoi parvient dans ce port soviétique de l'océan glacial, les Allemands subissent une défaite sur le front russe 2 mois plus tard. Dönitz, sentant que ses sous-marins sont en perte de vitesse, songe une fois de plus à utiliser la flotte de surface contre les convois de Russie. Et depuis les mésaventures du Graf Spee et du Bismarck, Hitler ne croit plus à ces grands bâtiments. Et il parle très sérieusement de les envoyer à la ferraille. Il est vrai que depuis le début du conflit, ils n'ont guère accompli de prodiges. Le Scharnhorst et le Gneisenau, cuirassés de 26 000 tonnes, ont effectué une seule sortie dans l'Atlantique, au cours de laquelle ils ont coulé une vingtaine de navires alliés. Puis ils sont rentrés à Brest et n'ont plus quitté le port pendant toute l'année 1941. En février 1942, ils vont accomplir un exploit retentissant, c'est vrai, l'opération Cerbère. Sous les ordres de l'amiral Ciliax, l'escadre allemande traverse le pas de Calais à la barre de la Royal Navy et de la Royal Air Force. Le 12 février, les cuirassés Scharnhorst et Gneisenau, le croiseur Prince Eugène, accompagnés de 8 torpilleurs d'escorte et de 16 vedettes rapides, ont quitté Brest en direction de la mer du Nord. Les chasseurs Messerschmitt du général Galland, basés à Calais, assurent la couverture aérienne. De Brest, le lieutenant de vaisseau Philippon, agent secret de la France libre, a prévenu Londres du départ des cuirassés allemands. Les Anglais lancent à leur poursuite 6 torpilleurs, 6 vedettes lance-torpilles et 250 bombardiers, mais aucun ne pourra approcher. Les 2 cuirassés réussissent enfin à passer en mer du Nord. Mais cet exploit ne devait pas servir à grand-chose, puisque le Gneisenau ne reprendra plus jamais la mer et que le Scharnhorst restera de nouveau au port pendant toute une année. Jusqu'au jour où Dönitz décidera de le lancer contre les convois de Mourmansk. Mais à la Noël 43, le cuirassé anglais Duke of York l'attend dans la nuit polaire. Et quand le combat s'engage, l'Anglais obtient tout de suite l'avantage grâce à la précision de ses radars de tir. Lorsque le Duke of York s'approchera de l'endroit où a coulé le cuirassé allemand, il n'y trouvera plus que 36 rescapés sur un équipage de 2000 hommes. Le vainqueur du Scharnhorst, l'amiral Fraser, reçoit alors du roi le beau titre de Lord of the North Cape, Lord du Cap Nord. Pour lui, la fin du Scharnhorst demeure 25 ans plus tard le souvenir à la fois d'une victoire et d'une tragédie. And then my destroyers attacked and we felt the explosion of the torpedoes and we knew she was finished. And then I closed her and we opened fire again, so we weren't quite certain what happened. And then she turned over, but I never saw her go down actually. But it was a terrible sight in a way to see a ship of that size going down that way with
2,000 people on board, including, I think, there were about quite a lot of young midshipmen. And we only picked up 30, because in those icy waters, of course, you don't last more than a couple of minutes. And that was the end of that battle. Dönitz utilise tous les moyens pour couler toujours plus de bateaux. Ses vedettes lance-torpilles attaquent comme des guêpes les convois de l'Atlantique à leur arrivée près des côtes anglaises. Elles vont se poster devant l'estuaire de la Tamise, par où passent tous les bateaux qui vont à Londres. Dès qu'elles ont largué leurs torpilles, elles repartent à toute allure vers les côtes françaises. Mais les vedettes ne pèsent pas lourd dans l'immense partie engagée. Le grand vainqueur de la bataille de l'Atlantique, c'est l'avion. Tous les avions anglais du Coastal Command, chargés à l'origine de la protection des côtes, mais qui s'aventurent chaque jour de plus en plus loin. Les avions américains, basés en Islande et qui surveillent l'Atlantic Gap, ce milieu de l'Atlantique où les sous-marins ont longtemps régné en mer. Et enfin, les chasseurs des porte-avions. Bientôt, les avions qui patrouillent pendant des heures et des heures sur l'océan deviennent l'obsession des commandants de sous-marins. La situation était tellement grave pour nous que Dönitz a envoyé 3 commandants expérimentés en route. C'était Guggenberger, Kuppisch et moi-même. Et Guggenberger et Kuppisch sont coulés. Et moi, j'étais le seul qui est revenu. Mais c'était toujours la même histoire. Au même moment où on était en surface, on a été attaqué et bombardé par des avions. C'est comme ça que vous avez compris que les avions étaient équipés du radar. Oui, mais ce n'était pas seulement l'avion, c'était aussi l'ASDIC des destroyers et le radar qui est installé sur les destroyers. C'est la technique qui avait été la cause des pertes des sous-marins. Il n'y avait pas que le radar. Il y avait aussi les hommes, les équipages et leurs chefs, comme l'amiral Sir Peter Greyton, qui était un des as anglais de la chasse anti-sous-marine. En mai 1943, brusquement, tous les éléments se sont réunis et nous avons pu, pour la première fois, faire passer un convoi menacé par 20 sous-marins sans perdre un seul bateau. Je commandais l'escorte de ce convoi et nous avons coulé les avions de Coastal Command et nous, 5 sous-marins. Tout de suite, Dönitz a donné à ses U-boats de quitter l'Atlantique Nord et pendant 4 mois, il n'y a plus eu une seule attaque de sous-marins dans cette région. Combien avez-vous coulé de sous-marins? Personnellement, j'ai coulé 3 ou 4 sous-marins. Mais mon groupe, Escort Group B7, on a coulé 12 ou 13 grâce à son travail d'équipe. À la fin de la bataille, je n'avais plus besoin d'envoyer des signaux. Chaque commandant savait exactement ce qu'il avait à faire. Fin 43,
les sous-marins allemands chassés de l'Atlantique sont traqués jusque dans la banquise. Alors que le Troisième Reich commence à s'écrouler, Dönitz s'acharne et il construit en secret, dans des usines souterraines à l'abri des bombes, de nouveaux modèles de sous-marins révolutionnaires. Ils vont plus vite en plongée qu'en surface. Il en a déjà un en service, 7 à l'entraînement et 90 en construction. Les Allemands viennent en effet d'inventer le Schnorkel, un appareil qui permet de naviguer en plongée comme en surface sur les diesels et non plus sur les moteurs électriques comme autrefois, c'est-à-dire à 17 nœuds au lieu de 6 ou 8. Mais il est trop tard. Churchill est déjà sûr de sa victoire. Sous la protection des avions, les convois apportent en Angleterre les milliers de tanks et de canons et les millions de soldats qui libèrent l'Europe. Jusqu'à la fin, Dönitz trouvera des volontaires. Mais ils savent qu'ils vont à une mort certaine, une mort atroce. Ainsi disparurent corps et biens 700 sous-marins allemands. La fin est venue tout d'un coup. Le 4 mai, l'amiral Dönitz a donné l'ordre aux sous-marins de rentrer en Allemagne. Et le 8 mai, on a reçu l'ordre de monter à la surface et se rendre aux Anglais. Et le dernier signal que l'amiral Dönitz a envoyé ses sous-marins, c'était à la hauteur de leur courage. Parce qu'ils étaient des gens, des équipages, des commandants avec énormément de courage, énormément d'initiative. Et ce signal a dit, je me rappelle, vous avez battu comme des lions. Maintenant, je vous donne l'ordre le plus dur de votre carrière, monter à la surface et hisser un grand drapeau noir et se rendre à l'ennemi. Un à un, les sous-marins allemands remontent à la surface. Mais quand on en fera le compte, on en trouvera seulement 153. La plupart des commandants n'ont pas pu croire que l'ordre de se rendre venait de Dönitz, et 215 d'entre eux ont sabordé leurs bâtiments. Les autres sont conduits dans les ports alliés et les marins britanniques peuvent enfin contempler ces loups
qui ont semé la terreur dans l'Atlantique. Car au cours de ces 6 années de guerre, ils ont coulé, à la torpille ou au canon, 2759 bateaux alliés, 14 millions de tonnes. On les range enfin le long des rives de la Tamise, et Churchill en fait venir un à Londres pour le montrer au peuple anglais. Churchill qui écrira un jour « Tout au long de cette guerre, je n'ai vraiment eu peur que d'une seule chose, des sous-marins. »